Je crois que le plus dur, ça n'a pas été de pardonner à mon père, ça a été de me pardonner à moi. Je dis non mais là il faut que tu fasses quelque chose, c'est plus possible. Là ça va être difficile. T'as le droit d'échouer, t'as pas le droit d'abandonner. Et j'ai pas pu me relever. Je suis une Ouais. survivante. Alors, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Valérie Mariotte dans La Voix des femmes pour cette interview où la femme va pouvoir s'exprimer sur son histoire, son parcours, son chemin de résilience. C'est un peu le but de cette chaîne YouTube. Et donc, je suis heureuse d'accueillir Valérie Mariotte qui est consultante et enseignante en lecture akashique et puis qui pratique aussi du tarot, du reiki, qui a plein de cordes à son arc et qui va nous parler de son propre chemin de résilience aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi Valérie dans La Voix des femmes. Merci, bonjour Émilie. Donc, on va commencer. Est-ce que tu peux peut-être juste te présenter rapidement avant qu'on parcourt ton histoire? Je pense que tu l'as déjà pas mal fait. J'ai du mal à mettre des étiquettes et souvent quand on me demande ce que je fais, je bascule sur mon métier de maison d'édition. J'ai une mini maison d'édition parce que ça fait plus une case, etc. Et puis ça évite les questions. Parce qu'en fait, chacune de mes activités professionnelles, chacune est issue justement d'un point de bascule dans ma vie. J'ai d'abord découvert le Reiki et j'ai poussé l'enseignement du Reiki, mais suite à, à des expériences qui m'ont amené à cette découverte, là, je suis allée jusqu'au bout. J'ai ouvert une première porte. Et puis à chaque fois, ouvert des portes. Et du coup, bah, effectivement, j'enseigne le Reiki depuis 2014. Donc tu fais le calcul. Je suis praticienne en hypnose spirituelle, régression, vie antérieure, entre-vie. Mais c'était pas pour entre guillemets, avoir un titre. C'était parce que depuis toute petite, je suis obsédée par ce qui se passe de l'autre côté, sans vraiment savoir pourquoi. J'ai plutôt mis d'ailleurs cette obsession sur le compte d'une peur de la mort. Et qu'en fait, c'était très loin de ça. Donc, je suis allée me faire former là-dessus aussi loin, dans plusieurs écoles, parce que ça me nourrissait personnellement. Et après, je l'ai mis au menu professionnellement. Les lectures akashiques, c'est pareil, c'était ce lien avec l'invisible. Et puis, le tarot, parce que au-delà du divinatoire, pour moi, c'est qu'est-ce qu'il y a que je ne vois pas et que la carte va me dire et qui va me faire avancer parce que c'est un miroir de l'inconscient et que tu peux pas tricher. Voilà. Donc tout ça, c'est un global, effectivement, d'activité. Mais quand on me demande ce que je fais professionnellement, bah, j'ai pas de case, j'ai pas de titre. J'accompagne les gens dans leur parcours de vie Oui. avec l'outil qui me semble approprié pour la personne, parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour l'autre. Bah, tout ça, ça fait aussi qui je suis et la façon dont j'accompagne. Donc, me présenter, ben, c'est ça. Il y a des points de bascule qui ont fait qu'à un moment donné, il y a, depuis 2010, eh bien, j'ai changé complètement de vie après 40 ans. Comme quoi, c'est possible. C'est Hmm. possible, ça j'ai envie de le dire aux femmes, c'est pas parce que on a des départs, les expériences nourrissent ce qu'on va proposer après, donc c'est possible de résilier en plusieurs étapes, de changer de vie. Et je peux le dire notamment parce que quand je suis repartie sur une nouvelle vie professionnelle dans l'accompagnement, j'avais deux enfants à élever toute seule et pas beaucoup de sous sur mon compte en banque. Donc je pense que j'ai été très accompagnée, mais aussi ça tient du fait, je pense que je me suis jamais. Alors déjà un peu d'inconscience et bref, ça fait partie du cadeau qu'on te donne finalement, l'inconscience, parce qu'autrement tu vas jamais si tu te poses trop de questions. Puis quand tu as faim, tu hésites pas, quoi, tu y vas. T'es pas parfait, mais tu y vas avec qui tu es et tu rencontres les gens à qui tu peux apporter quelque chose et qui t'apportent aussi. Ouais, je pense que c'est important de dire ça parce que je rencontre beaucoup de femmes justement qui se disent non mais c'est trop tard maintenant. J'ai 40, j'ai 50, j'ai 60. Moi j'ai 61 ans. Je me suis lancée donc à plus de 40 ans avec rien en poche, deux enfants et la joie sur sur ce parcours de vie depuis 15 ans, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vécu auparavant. Et c'est là où j'ai réussi à mettre du sens. Dans la voix des femmes, moi, je sais que j'ai toujours un message qui vient. J'ai beaucoup de femmes en stagiaire. C'est comme ça, parfois, mais quand même beaucoup. Et souvent, elles me disent, non, mais maintenant, c'est trop tard, j'ai plus l'âge ou j'ai plus le... Il est jamais trop tard. Il est trop tard pour cette vie-là que quand on a fermé les yeux. Sinon, il n'est jamais trop tard.
J'ai vu des femmes, je prends des cours de piano depuis 2012. Je suis une très mauvaise pianiste, mais c'était quelque chose que j'avais à cœur, un projet. Tu sais, la bucket list. Qu'est-ce que tu as envie de faire avant de mourir? Moi, dessus, il y avait apprendre à jouer du piano. Donc, c'est toujours une catastrophe. Euh, mais qu'est-ce que j'aime ça! Et dans les personnes avec qui j'ai appris, il y avait une femme qui avait 80 ans, qui a appris le piano et l'orgue. Et je trouve que c'est une leçon de vie formidable. Enfin, une leçon, j'aime pas le côté, il n'y a pas le côté péjoratif, c'est waouh. Mais en fait, tu as tout compris quand on te dit qu'il est jamais trop tard pour commencer une nouvelle aventure. Voilà. Hmm. Bon. Donc, C'était une introduction, une présentation introduction, peut-être un peu longue. mais on a déjà le message est déjà tellement juste, c'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour s'aligner à son cœur finalement et à ce qui nous fait vibrer. Ouais. Moi, j'ai envie de te poser la question de, OK, donc à 40 ans, tu as changé de vie, comme tu dis, tu es parti avec tes deux enfants, mais avant ça, enfin, il y a quand même des épreuves que tu as vécues dans ta vie où tu parles notamment dans ton dernier livre que j'ai ici. Voilà, on mettra les références où tu parles vraiment de tout ce chemin de résilience parce que tu as vécu des points de bascule, tu as vécu des amnésies traumatiques qui t'ont mené à des éveils. Et à chaque fois, c'est comme s'il y a une nouvelle porte qui a été ouverte dans ton chemin de construction, ton chemin de femme, pour aussi, en lien avec ta profession par la suite, hein, pour pouvoir accompagner. En général, on se construit aussi intérieurement dans notre vie de femme à travers les épreuves de la vie. Du coup, on accompagne aussi des femmes qui ont vécu d'autres épreuves. Moi, je parle toujours de on est accompagnant, mais en fait, parce que les personnes qu'on accompagne, ça vient aussi entrer en résonance avec nous-mêmes. Mais est-ce que tu peux nous parler justement de peut-être des épreuves, des marquants qui ont marqué ta vie, des choses qui ont vraiment, pour montrer que justement, dans la voix des femmes, qu'il est possible à un moment donné que tout s'effondre, mais en fait qu'on peut se relever, qu'on peut Mm. reconstruire. Et pourquoi? Parce que la femme porte une force ancestrale à l'intérieur d'elle qui fait qu'on avance en fait. Et c'est ça, tu vois, c'est le principal message de la voix des femmes, c'est cette force ancestrale qu'on porte. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton histoire? Alors sur la force ancestrale, peut-être pas, parce que j'ai quelque chose aussi, un point de bascule dont j'ai pas parlé dans mon livre, à propos d'un walk-in que j'ai conscientisé sur mes 12 ans. Donc ça, c'est encore autre chose. Oui, des points de bascule, en fait, des expériences souffrantes et traumatiques parfois, qui déclenchent des amnésies, et de ce qu'on arrive à en faire, ou de ce que la vie nous propose, et qu'on prend ou pas. Parce que parfois, c'est juste des synchronicités, et on ne voit pas sur le moment ce que ça va nous apporter qui fait que à chaque fois, effectivement, ça ouvre la conscience un peu plus. C'est pas un truc genre waouh, ça y est. C'est progressif. Euh, Il y a des paliers. J'aime bien cette image de tu rentres dans un immeuble. Tu vas pas directement au penthouse où tu as la super vue. Tu vois, tu vas au rez-de-chaussée. Déjà, c'est pas mal, il y a un rez-de-jardin. Tu dis, ouais, c'est pas mal. Et quand tu commences ton parcours, tu dis, c'est pas mal. Et puis, il y a des choses qui te reviennent parce que tu restes jamais dans le neutre comme ça longtemps. Il y a des choses qui te reviennent et tu sais que tu vas monter les escaliers, tu vas pas avoir droit à l'ascenseur. Il y a des gens, ils montent par l'ascenseur et c'est cool. Moi, j'ai jamais pris l'ascenseur. On m'a toujours donné l'escalier avec des grandes marches bien costauds. Et c'est pas grave parce que la beauté du chemin est qu'à chaque étage que tu franchis, tu as une vue encore plus vaste, une vue sur le jardin encore plus lumineuse. Tu vois plus de fleurs au loin, plus. Ah, tu dis, waouh, je voyais pas tout ça du rez-de-chaussée. Là, je suis au troisième étage, c'est pas mal. Et en fait, c'est comme si tous les points de bascule, une fois que on en a pris conscience, parce que l'idée de l'amnésie traumatique, c'est que tu sais pas pourquoi tu vas pas bien, mais tu vas pas bien. C'est un petit peu ça qui est embêtant. Et ben, tu puisses aussi profiter du troisième étage, même si t'es pas au penthouse. Je pense pas être au penthouse, hein, pas du tout. Mais l'étage dans lequel je me trouve en ce moment, il me convient bien. Mais effectivement, c'est passé par une enfance pas du tout malheureuse, hein, parce que la normalité d'un enfant, c'est ce qu'on lui présente. Donc, je ne savais pas que ma normalité n'était pas normale. Première Mm, chose. mm, Et puis, alors je l'ai évoqué dans mon livre parce que c'était très important, toujours une obsession de la mort. Je détestais qu'on me souhaite mon anniversaire, j'ai jamais compris pourquoi. J'ai jamais dit mon âge. Maintenant, je le dis depuis 3 4 ans. Bref, il y a quelque chose qui a sauté autour de ça. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Moi, l'éducation aimante que j'ai reçue de ma mère, elle était normale, mais j'ai appris il y a
presque au moment de son décès, ben, qu'elle avait un trouble qui s'apparente à la bipolarité et que moi, je suis d'une génération où on parlait pas de ça. Donc, j'ai Hmm. été élevée dans un contexte extrêmement culpabilisant, etc., etc. Bon, bref, je suis pas là pour dire du mal. Je suis là pour mettre une lumière. Mais pour moi, c'était normal. Sacrifice, Ouais. machin, etc., etc. Et cetera. Et puis, effectivement, une relation particulière aux hommes que je n'ai pas comprise. Hmm. Puisqu'effectivement, j'ai une amnésie traumatique qui s'est réveillée au départ via les rêves, plutôt les cauchemars. Hmm. Et quand j'étais enceinte de mon premier enfant, il y a plus de 30 ans, et quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'ai recommencé à avoir des résurgences d'abus. Et puis en plus, on n'en parlait pas, hein, tu penses Ah bien. bah oui, à Mais à l'époque. qui j'allais en parler? Mon ex-mari, une fois que le travail a été fait, parce qu'effectivement, je me suis dit, bon, il m'est arrivé quelque chose, mais je sais pas quoi en faire, je sais pas à qui en parler. Mon ex-mari, au fur et à mesure des années de notre mariage, m'ont dit, non, mais là, il faut que tu fasses quelque chose, c'est plus possible. Je pouvais pas sortir de chez moi. Je prenais la voiture, je tombais dans les pommes, je faisais enfin, c'était vraiment très handicapant dans mon quotidien. C'est-à-dire que tout ça, c'était des symptômes, une hyper angoisse. Et puis en plus, la solution qu'on te donnait, moi quand j'étais adolescente et que j'ai commencé à faire mes premières crises de panique, la solution qu'on te donnait, c'était une solution allopathique, Hmm. Oui, uniquement. ouais. Donc, prends tes médicaments, Valérie, ça va te faire du bien. Ça m'a fait prendre 20 kilos, c'est tout. Ça a été vraiment une épreuve difficile. Et puis un jour, bah, je me suis dit, bah, j'y arrive plus, je vais mourir si je reste comme ça. Tu peux plus sortir de chez toi, Hmm, hmm, hmm. tu peux plus rien faire. J'allais travailler, je me faisais amener, je pouvais pas aller chercher mes enfants à l'école. C'était vraiment je me suis dit, bon, ben là, mon ex-mari m'a mis un électrochoc. Il me dit, tu fais quelque chose, bah, sinon, c'est plus possible. Et j'ai suivi alors, c'est pas une psychothérapie parce que j'étais suivie par un psychiatre 2 fois par semaine pendant 2 ans. Et c'est un homme qui m'a énormément aidée, si je devais résumer en une chose, parce que c'est une époque où la voix des femmes abusées n'était pas entendue. Ouais. Et quand je suis arrivée en lui disant, je viens vous voir, voilà, j'ai écrit un texte, je vous le donne. Il a gardé encore ce texte, je vous le donne. Il m'a dit une chose qui m'a certainement sauvée, c'est que je n'avais pas pu avoir inventé ça. Hmm. Parce que je suis arrivée en lui disant, voilà, tout ce qui se passe ben, comme symptôme, voilà ce dont je crois me souvenir, et encore c'est Hmm. flou. Et parfois ça l'est toujours aussi, parce que je l'ai renvoyé un petit peu quelque part, mais il m'a dit, ce que vous avez écrit, ce que vous me dites, vous ne l'avez pas inventé. Waouh. Quand on trouve cette qualité d'écoute chez un accompagnant, que ce soit un médecin ou que ce soit un Oui. accompagnement, il y a tout le poids qui tombe. Il dit, OK, je peux m'autoriser à aller dans cet espace pour aller le nettoyer. Donc, ça n'a pas été une mince affaire. Je te parle de quelque chose que j'ai fait il y a longtemps, hein, puisque mon fils, le dernier, a 23 ans. Et j'ai dû faire ça, il devait avoir 2 3 ans, tu vois. Donc, Hmm. j'ai quand même attendu vachement longtemps avant de pouvoir y aller. Et je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de femmes de ma génération qui attendent longtemps avant de pouvoir y aller. Mais quand on y va, même si on met les mains dans le cambouis et que franchement, aller 2 fois par semaine, aller sortir ça alors que tu le verrouilles depuis 5 ans, c'est pas évident. Mais tu as une espèce de récompense à la fin qui fait que Hmm. tu peux continuer de vivre avec, alors, je vais schématiser, mais avec le pardon. Eh oui. Hmm. Parce que moi, je sais que j'ai pardonné aujourd'hui. Hmm. Ça. Et en plus, ce qui fait que dans mes points de bascule, ça a été résilient pour moi, c'est que, bah, je m'en souviens, c'était à Noël, hein. Je l'ai dit, je l'ai dit à la famille que, effectivement, j'étais suivie et que ce pourquoi j'étais suivie, c'est parce que depuis ma grossesse de mon fils aîné, je me souvenais que notre père avait eu un comportement, bref. Et ma belle-sœur, mon frère était marié à l'époque déjà, ça fait très longtemps qu'il est marié. Ma belle-sœur m'a dit, mais si, bien sûr, pour elle, ça faisait sens. Tu vois, donc ça a été une double validation. Ouais. Pour autant, effectivement, j'ai eu des comportements dans ma vie qui étaient associés à cette image, enfin, à ce rôle que je pensais qu'on attendait de la femme, puisque moi, on m'a finalement, à travers cette expérience traumatique, inculqué que la femme, elle est au service de l'homme et qu'elle n'a pas le droit de dire non. Oui.
Donc, on est bien dans les mémoires et dans les traumatismes de la femme soumise, Tout à fait, sacrificielle, tout ça. tout à fait. Voilà, tout ce qui englobe ça quand on a vécu ce genre d'expérience. Et Ouais. j'aimerais rebondir sur ce pardon, parce que Mm. justement, est-ce que selon toi, ou quel est ton avis sur le sujet, est-ce que Mm. le pardon est justement une des clés, des clés qui verrouillent en fait et qui permettent d'accéder à la résilience? Est-ce que ça fait partie d'un non négociable sur ce chemin de résilience? Ouais, c'est un non négociable. Par contre, il Mm. faut définir ce qu'on entend par pardon. C'est Mhm. un non négociable. J'en ai des frissons quand tu le dis. Alors, j'en ai discuté avec une amie il y a quelques années qui est psychologue et qui me dit, non mais Valérie, moi, ce qui t'est arrivé, c'est pas possible. Moi, je pardonne pas, je pardonne pas, je pardonne. On touche pas aux enfants. Et je dis, écoute, je n'excuse pas. Mais en fait, le pardon, pour moi, c'est enlever la charge émotionnelle qui m'impacte au quotidien et qui m'empêche de vivre ma meilleure vie. Je pardonne pour me faire un cadeau, pas pour excuser la personne et pas pour lui dire c'est bon, ça va, tout va bien. Non, ça va pas. Du point de vue de l'âme, je vais pas en parler, mais il y a peut-être aussi quelque chose que moi je suis allée chercher pour pouvoir faire ce parcours de résilience. Mais si je veux rester sur quelque chose d'éminemment cartésien, que ce soit Vas-y. les toutes petites choses ou les grandes choses, le pardon est non négociable. Donc il y a le pardon que tu vas faire à l'autre pour lui dire, OK, t'as fait ça, c'était, dans mon cas, inadmissible, inexcusable, et je te laisse avec ça. Mais moi, aujourd'hui, je te pardonne parce que ça me permet de suivre mon chemin. Je m'enlève cette charge émotionnelle. Et pardonner, ça ne veut pas dire continuer à voir la personne et faire comme si de rien n'était. Moi, j'ai coupé le lien. J'ai coupé le lien parce que ça me convenait comme ça. Je me suis posé la question pendant un moment. J'ai coupé le lien et c'est parfaitement OK. Et il y a aussi une autre dimension. Et ça, je l'ai vu aussi beaucoup en séance parce que bien évidemment, tu le sais, puisque tu accompagnes les femmes. Quand je fais des séances d'hypnose dans ce canapé et que tu as une personne, je me souviens très bien d'une femme, je fais des séances d'hypnose spirituelle, donc on a un temps d'anamnèse qui est très long, le temps où la personne va raconter son histoire, etc. Et je me souviens d'une femme qui me raconte son histoire, etc. On y passe 1 heure et demie. C'est des séances qui durent une demi-journée, tu vois. Et elle, elle était sur le fauteuil, puis j'en ai un autre en face. Elle s'assoit sur le canapé pour se préparer pour l'hypnose. Et en s'asseyant, elle me dit, ah oui, puis ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon voisin, quand j'avais 7-8 ans, a abusé de moi, il était adolescent, etc. Mais bon, ça c'est OK. Et Ah. je dis OK. Sauf que c'était le point clé de la séance finalement. Eh oui, On eh est bien oui, d'accord. eh Et oui. en fait, ce qui bloquait sur son process de guérison, c'était non pas le pardon qu'elle avait fait sur lui, parce que pour lui, c'était OK. Elle lui avait pardonné, elle lui avait même trouvé des excuses. C'est qu'elle s'était pas pardonnée à elle-même Oui. de ne pas avoir su résister. Et j'ai Mm. beau lui expliquer qu'une enfant n'est pas responsable, j'ai dit, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable. Mm. Et ça a buggé son cerveau à l'époque. On a travaillé après dessus. Et en fait, je crois que le plus dur, ça n'a pas été de pardonner à mon père, ça a été de me pardonner à moi. Oui, De mais me c'est là où le pardonner vrai à pardon moi intervient. et Mm. de me pardonner de mon mode de fonctionnement avec les hommes qui ont fait partie de ma vie par la suite. Ouais. Voilà. Donc, pour répondre clairement à ta question, oui, c'est non négociable. Oui, parce que le pardon, c'est un acte d'amour de soi. En fait, c'est ça Bien qu'on sûr. essaie de remettre, puisqu'il y a une telle perte d'intégrité chez la femme quand on vit des abus, Hum, qu'en hum, fait, hum, on n'est plus dans l'amour de soi. Et en fait, hum, se pardonner à soi, c'est refaire circuler l'amour, mais l'amour au sens large, l'amour de soi, mais hum. l'amour au sens large aussi. Donc, en effet, c'est intéressant parce que ce pardon, en tout cas de mon chemin, de mon expérience, pour moi, enfin, comme on le dit, c'est non négociable et c'est comme un palier que tu passes pour accéder vraiment à la résilience et vivre la suite du chemin. Tant qu'on n'a Hum. pas fait ce pardon, eh ben, on reste bloqué en fait. Et Ouais. voilà. Mais Après, souvent, les gens savent pas pardonner, ils savent pas par où commencer parce qu'ils pensent eh que le oui. pardon, il est émotionnel. Et donc, le pardon, il n'est pas émotionnel. Il passe par un acte qui est issu du mental. Mm.
et que les gens réagissent sur l'émotionnel. Alors, tu connais certainement peut-être Olivier Clerc qui a écrit un formidable livre, Le don du pardon, justement. Oui. Je crois qu'il en a sorti un autre. Enfin bon, bref. Et moi, notamment, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant Reiki sur mon parcours qui était formidable et qui nous a vraiment bien décortiqué ce process de pardon et qui, moi, m'a aidé justement à comprendre que je me positionne pas dans mes émotions et dans mon cœur pour pardonner. Je me positionne d'abord avec ma tête. J'ai l'intention de pardonner parce que j'ai l'intention de me faire du bien, du bien. Ça, c'est issu du mental et de la conscience, c'est pas issu des émotions et du cœur. Donc, il y a plein d'étapes comme ça à respecter pour y arriver. Et plutôt que de dire je pardonne du jour au lendemain. Et puis, il y a des couches dans le pardon. Eh oui, Il y oui. a des couches. Je me souviens d'une lecture que j'ai faite à une dame il y a, je sais pas, 3 4 ans. Donc, le principe des lectures akashiques, c'est que bah, je sais rien de la personne, je l'ai jamais vue. Et puis, j'ouvre ses archives et je reçois un message et je lui dis, euh, je ne sais pas où vous en êtes dans vos relations avec votre maman, mais je reçois que vous ne pourrez avancer sur votre chemin que lorsque vous aurez pardonné à votre maman. Je ne la connaissais pas. Et là, elle se met en colère et elle me dit, ah mais non, ça c'est fait avec ma sœur, etc. Et elle me dit clairement, notre mère nous a abandonnés. On a fait ce chemin avec ma sœur. Et c'est vrai qu'elle l'avait fait, mais c'est des couches. Et donc là, ce qui lui était demandé, c'était d'aller plus loin encore dans ce processus de pardon. Donc le pardon, je dirais que un, c'est non négociable, que deux, on ne le commence pas avec le cœur, il se finit avec le cœur. Et le pardon ultime, c'est la compassion. La Mm. compassion pour la reconnaissance de la souffrance de l'autre et qui justifie, enfin, c'est pas qui justifie, qui fait comprendre pourquoi la personne a agi comme ça depuis son corps de souffrance. Et quand on perçoit ça, ça fait la place à la compassion. Et C'est une ça, c'est une libération. expérience que j'ai vécue au décès de ma mère. Mm. Je crois que c'est la seule grande expérience de compassion que j'ai faite dans ma vie. Et je me souviens qu'il y a 20 ou 25 ans, il y avait une personne qui parlait de la compassion et de ce que c'est que de sentir la compassion et la façon dont elle avait dit. Je m'étais dit, oh là là, je voudrais bien ressentir ça comme ça une fois dans ma vie. Et j'ai eu ce cadeau-là. Ma mère m'a fait ce cadeau sur le dernier, enfin, c'était même pas un échange, hein, parce que, bon, bref, de pouvoir complètement avoir la vision de sa souffrance et de la façon dont elle avait réagi à sa souffrance, qui pouvait être traumatisant pour moi, bien évidemment, mais en mettant la compréhension dessus, mais j'ai eu plus que de l'amour, mais un amour inouï. Donc ça, c'est la phase ultime. Voilà. Mm. Bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois, hein, mais Bon, mais bon, avec ta maman, ce qui est quand même, ce qui résout beaucoup de choses sur tous les plans quand on retisse un lien comme ça avec sa mère. Oui. Et justement, quand tu parlais de lignée, de femmes, je pense que c'est important aussi. Et Parce que moi, oui. j'ai pas de fille, hein, ok? Mm. Mm. Mais je pense que j'ai guéri quelque chose. C'est sûr, Peut-être pas pour mes garçons, mais si mes garçons ont des filles, je pense évidemment. que Mm. voilà, on peut pas aller sur l'arrière, c'est fait, etc. Bon, même si le temps, mais pour les futurs, je pense que de ce côté-là, ça sera OK. Oui, la ligne de temps Mm. se reprogramme. Mm. Magnifique. Est-ce que, du coup, dans tout ton chemin, tout ton parcours, est-ce qu'il y a d'autres points de bascule qui sont vraiment importants dans ta vie, mais aussi qui pourraient vraiment aider d'autres femmes qui peut-être vivent la même chose? Parce que bon, c'est vrai que les mémoires d'abus, c'est un peu, malheureusement, c'est un peu, beaucoup trop de femmes de nos jours ont vécu ça. Est-ce qu'il y a Mm. un autre événement, quelque chose d'important que tu as envie de partager de ton Alors, histoire? je dirais globalement deux. J'ai eu jusqu'à mes 40 ans une vie éminemment matérielle, entre guillemets, tu vois. Tout qui va bien, le métier qui va bien, le mari qui va bien, les enfants qui vont bien, la carte bleue qui va bien, vraiment. OK. Et donc, un gros point de bascule, c'est quand mon ex-mari est parti. Alors, il est parti, mais en fait, il m'a fait un cadeau. Il est parti, et moi, je me suis trouvée effondrée parce qu'en fait, il est parti, mais en se disant, bon, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi, en fait, tout est à moi, tu vois. Donc, tu te retrouves avec une référence de vie qui est autour du matériel, euh, avec, bon, bref.
beaucoup de complications. Et ça m'a remis en lien avec le subtil. Bah, ça m'a mis en lien avec le subtil parce que je me souviens, je passais mes journées dans la voiture, aller chercher les enfants, machin, truc bidule. Je disais, mais pourquoi je suis seule? Pourquoi je me sens si seule, etc. Et en fait, il y a un moment d'éveil où j'ai reconnecté avec le subtil. Et c'était avant de reconnecter avec la clairaudience, parce que ça, c'est venu vraiment sur le tas, où j'ai senti que, t'inquiète pas, tu seras jamais à la rue. Et de fait, j'ai jamais été à la rue. Vraiment. Donc, ce point de bascule a été là parce que c'est le moment, genre, c'est comme si c'était dit, les anges gardiens, ou je ne sais pas trop qui. Bon, vraiment, si on lui met pas un gros coup de pied aux fesses, elle va rien faire en fait. Ouais. Je me suis pris un gros coup de pied aux fesses parce que bon, bah, parfois il y a des séparations qui se passent bien. Et je pense que si j'étais restée dans le confort matériel, je serais repartie sur quelque chose d'un peu dans l'ego, machin, tout ça, etc. Et la matière. Et je dis pas que c'est pas bien, mais c'est vrai que clairement ça me convenait pas. Et donc là, j'ai été obligée de me réinventer un métier parce que je travaillais avec mon ex-mari. Et il fallait que je sorte aussi de cette emprise. De la même façon que j'étais sortie de l'emprise paternelle, il fallait aussi que je sorte de cette emprise. Donc je pouvais pas rester dans mon domaine de compétences que j'avais développé quand même pendant plus de 15 ans. C'était un peu dommage, mais il fallait que je sorte de là. Et puis je me souviens, je l'ai pas raconté dans mon livre, c'est marrant quand tu me parles de ça. J'étais traitée pour dépression depuis plusieurs années, allopathie, machin, truc, l'horreur. Et une amie m'avait parlé du Reiki. Et bon, j'avais essayé comme ça, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur et j'ai commencé cet apprentissage du transfert de l'énergie pour moi. Et puis, je me souviens un matin, j'étais sur la terrasse de mon appartement minuscule avec mes deux enfants. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est une des premières fois où j'ai eu, entre guillemets, la vision claire. J'aime pas parler de clairvoyance, mais j'ai eu cette vision claire de mes mains. Et je vois en transparence, en énorme, le visage de mon ex-belle-mère donc de la mère de mon ex-mari qui avait pas été très très cool. Mais bon, je la vois comme ça. Et c'est comme si elle était décédée, hein. Et c'est comme si je comprenais en la voyant et en voyant mes mains que j'allais suivre le chemin de l'énergétique. Voilà. Hmm. Donc ça, vraiment, c'est un cadeau, hein. Si mon ex-mari m'avait pas quitté de cette façon-là, parce que parfois ça se fasse bien, de cette façon-là, je me serais pas allée chercher suffisamment profondément en moi pour trouver ce qui allait faire sens. Donc parfois la vie nous amène sur des chemins de traverse, mais c'est pour notre bien. C'est pour nous éveiller. Oui, souvent, très souvent. Là, clairement, sur le moment, quand tout se passe, quand on est dans la souffrance, on ne sait pas que c'est que. Et puis c'est ce que tu en fais aussi. Parce que clairement, à l'époque, les gens m'ont dit, mais n'importe quoi. Je te parle d'un temps où on parlait même pas de. Enfin, le quoi? Ok. Et là, là, tu veux faire des formations en hypnose de régression vie antérieure. Mais même, c'est quoi les vies antérieures? Enfin, bon, bref, j'ai eu un appel et enfin voilà, et j'y suis allée. J'y suis allée. Et je pense que c'était le bon chemin parce que c'est le moment où est entré dans ma vie mon compagnon actuel et tout est devenu fluide. Il comprenait rien de ce que je faisais, mais pour la première fois de ma vie, il y avait quelqu'un qui me dit ça te met en joie? Ben oui, alors vas-y. Jamais de ma Hmm. vie, j'avais eu une personne dans mon entourage, que ce soit familial, amical, qui m'avait dit ça te met en joie? Vas-y. C'est ouais, bref. Donc ça c'est formidable. Et puis bah donc j'ai suivi mon chemin, mais bref, c'est mon chemin de vie. Et je pensais vraiment que tout allait pour le mieux, etc. Bon après avec les vies de l'entrepreneur, avec les contraintes, avec tout ce qu'il y a, mais clairement vraiment c'était la joie. Et en 2020, donc c'était en plein Covid. C'était au mois de juin. Là, ça va être difficile. En 2020, au mois de juin, nous avons appris que mon fils, le plus jeune, celui qui a 23 ans, on a fait face à une réalité médicale. Quand tu apprends que ton fils de 17 ans
souffre d'une maladie incurable, dangereuse, et que au moment des analyses, il avait un système immunitaire proche de moins l'infini. Alors du coup, ça a été un point de bascule. Alors effectivement, c'est pas moi qui suis malade, mais c'est mon enfant, hein. Eh oui. Donc ça touche quelque chose. Et après, quand j'ai remarqué, ça fait partie de la façon dont je fonctionne. Quand il y a un truc, je m'inquiète après, j'agis d'abord. Donc là, on Hmm. a mis en place tout l'accompagnement thérapeutique à l'hôpital de Bordeaux, où il est toujours suivi et très très bien suivi. Là encore, sur ce chemin de vie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je ne suis pas tombée sur des bons accompagnants, notamment dans l'allopathie, mais nous, on est tombé sur un professeur, une femme, mais extraordinaire, qui le suit toujours et qui a été enfin, vraiment, moi, je ne pouvais pas parler sans pleurer toutes les 2 secondes. Mais il fallait pas que je pleure parce que je devais mettre en place quelque chose. Et ils ont Eh pris oui. le temps d'accompagner, d'écouter. C'était vraiment formidable. Donc, je sais qu'il y a aussi des personnes formidables. Et en fait, je me suis effondrée. En fait, je pense que je me suis effondrée 15 jours après. J'ai Oui. continué, tu vois. C'est struggle for life un peu. Non, mais attends, moi, je suis I'm a survivor. Je suis une Ouais. survivante. En fait, j'y vais, quoi. On te soigne, machin, etc. Quand il a commencé à prendre son traitement, parce qu'il y avait vraiment urgence à rétablir son système immunitaire. Je sais pas comment il a fait, parce qu'il a passé son bac en même temps, alors en visio, je sais pas trop Oh, quoi. Il a waouh. passé son bac. Il l'a eu avec mention bien, mais enfin, je pense que cette année-là, tout le monde a eu mention. Donc, c'est pas franchement un truc. Moi, j'ai décompensé 15 jours après, je suis tombée. Je suis tombée et j'ai pas pu me relever. J'ai pas pu me relever avant des mois. Un accompagnement en EMDR et une reprise d'allopathie que j'avais complètement arrêtée depuis 10 ans sur un court temps parce que mais je pouvais pas me lever. C'est-à-dire que je me levais le matin, je ne pouvais plus. C'est parti, pas tout de suite, mais 15 jours après, je suis tombée. En plus, mon médecin me dit, je vais vous donner des anxiolytiques. Je prends des anxiolytiques, mais c'était pire. Et en fait, j'ai rencontré une femme extraordinaire, les synchronicités de la vie. Mon compagnon me dit, mais attends, on est invité à dîner, on va pas y aller. Je dis, si, on va y aller parce qu'il faut que je sorte, il faut que je fasse un truc. Et en fait, je me retrouve assise à côté d'une personne que je ne connaissais pas. Et on lui demande de parler de son métier parce que c'est une pointure dans son métier. C'est Juliane Tortes Saint-James, elle est connue dans son métier. C'est la spécialiste mondiale de l'EMDR. C'est elle qui a intégré la technique. Elle parle, moi je dis rien, je suis pas capable de parler. Ah, machin, truc extraordinaire. Et puis à un moment donné, je vais la voir, je dis, Juliane, tu peux me donner ton 06 s'il te plaît? Parce qu'effectivement, elle prend, je sais même pas si elle prend encore des personnes comme ça. Elle me le donne. Et je me dis, c'est pas possible, on me l'a envoyé, parce que c'est elle qui s'est occupée de moi. Hmm. Parce Ok. que Et qu'est-ce clairement, il fallait que... Et que tu remontes? Ouais. Et le trauma avec le MDR, quand c'est bien mené, hein, parce que bon, bah, euh, moi, j'ai des bases de MDR, jamais je te ferai une consultation de MDR. Il y a une différence entre avoir un aperçu d'une méthode et être profondément expert dans la méthode. Et je pense que c'est pour tout pareil. Euh, franchement, franchement, j'ai réussi à remonter. Et la plus belle leçon de résilience que j'ai reçue dans ma vie, c'est celle que m'a donnée mon fils. C'est celle- non. Parce qu'aujourd'hui, il a 23 ans. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment il a fait. Si, un petit peu, mais je trouve une force extraordinaire parce qu'il a 23 ans. Il est doctorant. Il a été invité au concours de l'école doctorale, ce qu'il faut comprendre que c'est un concours c'est un concours de major. Donc déjà, pour être major de master, c'est ils prennent les premiers et les deux, il faut y aller quoi. Tu fais pas ton truc en 2 secondes. Et lui, alors après, il y en a d'autres qui le font, mais en plus, il avait la fatigue, la maladie, le truc, etc. Et je me souviens qu'il a été invité à ce concours. C'est un concours qu'il voulait faire depuis sa première année. Donc ça faisait 5 ans qu'il voulait faire ce concours. Et 3 jours avant le concours, il tombe physiquement. Donc je l'ai emmené à l'hôpital. Hmm. Je me souviens, c'était un week-end de stage. J'avais dit, je n'ai pas dormi pendant 3 jours d'ailleurs, puisque je passais les nuits à l'hôpital et le jour avec mes stagiaires. Et j'avais dit là où vous êtes sympa, parce que mes stagiaires, ils y sont pour rien, hein. Donc, je l'avais planqué dans une chambre, etc. Hein. Je l'ai ramené chez lui après. Je lui ai dit, écoute, chérie, ce concours, déjà, tu y es invité. C'est déjà magnifique ce que tu as fait. Vas-y, tu l'auras peut-être pas, mais tu t'en fous, tu as déjà gagné.
Alors, il y est allé et il est allé, il l'a eu devant Hmm. un jury de 15 personnes. Donc, C'est il pour t'a faire une vraiment image. montré. Et donc, il m'a donné une leçon de Ouais. vie extraordinaire parce que il s'est jamais défini et il a jamais trouvé d'excuses pour pas faire ce qu'il voulait à cause de son profil clinique. Il a jamais trouvé d'excuses. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle leçon de vie. Tu as le droit d'échouer, t'as pas le droit d'abandonner. Magnifique. Bah, c'est un enfant qui m'a donné cette leçon. Hmm. Et pour moi, c'est puissant aussi pour les femmes parce qu'il s'est jamais positionné comme une victime. Et ça aussi, c'est une clé. Tu disais on disait que le pardon, c'était une clé non négociable. Je pense que se considérer comme une victime, tu peux pas y arriver. Oui, c'est Donc, sûr. être conscient qu'on est créateur, alors bien évidemment, bah, on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on peut de son mieux, mais sortir de je me trouve des excuses parce que je suis malade, machin, etc. Je veux y aller, je veux faire ça, je sais pas comment, ça va peut-être être difficile, etc. Mais je ne me définis pas à travers mes souffrances, je me définis à travers ce que j'ai envie de mettre dans ma vie. Hmm. Voilà. Et Donc, c'est comme ça qu'on ouais. avance et qu'on traverse justement toutes les situations, même si elles nous accablent, hein, même si elles nous mettent à terre. Mais en effet, ça permet de se relever. On arrive à la fin de l'interview là, et j'avais envie quand même de savoir qu'est-ce qui est au plus profond de toi, dans tout ton chemin, parce que tu nous as juste délivré un échantillon de ton expérience qui a l'air d'une richesse incroyable. C'est parce Dans que je tout... suis une vieille personne. Oui, du coup, on appelle ça la sagesse. Mais qu'est-ce qui, au plus profond de toi, t'a permis d'avancer en fait sur ce chemin de vie qui quand même, on voit enfant, c'était quand même compliqué. Il y a tout ce parcours de résilience. Qu'est-ce qui au fond de toi t'a permis? C'est quoi la force? C'est quoi l'étincelle? C'est quoi le? Est-ce que c'est cette petite voix? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce il y a la foi en plus grand? Qu'est-ce qui fait que finalement tu t'es toujours relevé et t'as toujours traversé les situations, même la dernière enfin, dont tu nous as parlé avec ton fils? C'est quoi à l'intérieur? Il y a quoi? À quoi tu te relis en fait? Ça dépend des périodes de ma vie. Je pense qu'à une certaine période de ma vie, c'est le fait d'avoir des enfants m'a permis de me sentir vivante. Parce que jusqu'à ce que j'ai des enfants, j'étais quand même dans une espèce de glissement. Moi, je l'ai vécu comme ça, mais j'ai eu une telle ouverture au moment de la naissance de mon premier enfant. Enfin, c'est comme si ça avait donné un sens à ma vie et que je me suis plus jamais autorisée à ne pas être là pour eux et pour moi et pour vivre ça. Donc ça, ma force, c'est une chose. La reconnexion avec la foi, parce que j'ai été élevée dans une religion catholique, hein. J'étais chez les bonnes sœurs, j'étais chez les dominicaines. Chez les dominicaines, tu sais que ça plaisantait pas, hein. Les Oui, tu dominicaines dans l'écris les bien. années 70, est-ce que t'imagines? Saint-Dominique, priez pour nous. Non, non, je m'en souviens encore des trucs qu'on faisait tous les matins, tu vois. Et puis, non, non, c'était très, très, très punitif. Donc ça m'avait éloignée complètement de la religion. Mais en fait, non, c'est pas de la religion que ça m'a éloignée, c'est de l'image que présentée et du dogme. Donc je dirais mes enfants, la foi, ce qui est une forme de confiance en plus grand que soi. Parce que dans ce parcours de résilience, j'ai à chaque fois trouvé plus grand que moi. Ouais, je pense que je suis redevenue ou devenue éminemment croyante. En croyante dans le divin, parce que j'ai pas envie de lui donner une connotation religieuse, et tu peux y mettre ce que tu veux dedans. Donc ça, c'est une chose. Bon, des expériences aussi que j'ai faites en hypnose, moi, pas en tant que praticienne, etc. La confiance. La confiance, c'est vraiment une clé. Bah, l'amour, en fait. Tu cherches le truc, Valérie, mais l'amour, quoi. Mais Ouais. l'amour. Et Eh en oui. fait, l'amour, pourquoi je dis l'amour? Parce que, en fait, même s'il y a des matins, je suis oh, oh. Je dis, mais attends, dis pas ça de toi, Valérie. Valérie, félicite-toi. En fait, l'amour de soi aussi. C'est pas, Mm, c'est pas égocentrique. C'est la seule façon de pouvoir être dans l'amour avec l'autre. Donc, ouais, exactement. je me suis tellement pas aimée pendant des années que si je pouvais m'aimer il y a 40 ans comme je m'aime maintenant, bon, peu Ah, importe, on s'en fout, tu vois, mais l'amour.
Bah ouais, Oui, l'amour, bah, l'amour, l'origine de tout, hein. On en revient c'est toujours au point love. de départ. Ouais. Bon, la connexion avec le subtil, c'est quand même pas mal aussi, parce Oui. qu'effectivement, là, tu te sens moins seul. C'est par période, hein. Souvent, les gens disent, oh, je suis clairvoyant, je suis clairaudient. Moi, la clairaudience, la clairvoyance se sont réveillés il y a 5 6 ans. Pas, enfin, j'ai eu des trucs comme ça, mais la clairaudience, elle, c'est vraiment, tu sais, comme, enfin, je sais pas, tu as l'impression que tu ouvres les écluses d'un fleuve et ah là, bam, tu dis, Mm, oh, mm, mm. waouh. Donc c'est un peu tout et n'importe quoi au départ, il faut faire le ménage et tout. Mais ça m'a vraiment aidé. Pour autant, la connexion avec le subtil, quand je suis dans un état émotionnel un peu chonchon, ça arrive à tout le monde, c'est plus difficile à atteindre. Ça communique moins bien. Donc du coup, je le mettrai vraiment en dernier Et oui. parce que c'est pas une béquille, c'est un cadeau supplémentaire. Bon, alors du coup, je Mm. dirais mes enfants, la foi, sans connotation religieuse, l'amour. Voilà. Wow. Magnifique, le trio gagnant. Alors, pour terminer, j'aimerais vraiment lire juste quelques phrases que tu as écrites dans ton livre à la page 50 sur le soleil, parce que je pense que ça va aussi résumer ton parcours, si tu me permets. Bah oui. Après, les personnes Il qui m'appartient écouteront. plus, hein, tu sais, à partir du moment on écrit pour soi, on publie pour Oui, les autres, hein, donc il c'est vrai, m'appartient c'est plus. vrai. Du coup, enfin, dans ce paragraphe, tu dis, lorsque le soleil se lève après le chaos, son éclat se révèle avec une intensité nouvelle, comme s'il n'avait jusque-là jamais été pleinement apprécié. Mm, L'épreuve nous rappelle le bonheur simple de le voir se lever chaque matin, porteur de promesses et de possibles. Ce n'est pas un dû, c'est un cadeau éphémère et délicieux. Il n'y a plus de place pour le doute, seulement pour l'expérience de la vie, qui s'autorise à tout ce que l'on n'osait pas auparavant. Voilà. c'est pas Merci pour mal, hein? ce beau message. En conclusion. Écoute, merci infiniment Valérie pour ce partage, pour toute cette richesse d'expérience de vie. Moi, c'est ce que j'adore, c'est justement permettre aux femmes de se dévoiler dans ce qu'elles sont, parce qu'en fait, tout ça fait ce que tu es aujourd'hui dans toutes tes parts, hein, voilà, plus ou moins subtiles. Et je pense qu'entre femmes, de toute façon, on a besoin de nos expériences de vie. C'est comme si on tisse du coup un maillage autour du féminin tout ensemble à travers ce que nous sommes. Et nos expériences de vie sont finalement d'une grande richesse pour soi, pour nos enfants, pour le monde et pour les autres femmes. Donc, c'était important pour moi voilà, de faire ce témoignage de la voix des femmes. Merci d'avoir osé euh, partager, ouvert la voix des femmes. Et puis, bah voilà, je vais mettre aussi toutes les informations sur comment les femmes peuvent te retrouver sous enfin, dans la description de la vidéo. Et vraiment, merci infiniment pour ton partage. J'aurais encore aimé t'écouter des heures, mais ce n'est pas le but ici. En tout Non, cas, voilà. je suis Je, bavarde, hein. j'honore la femme que tu es, ton chemin, ton parcours, ta sagesse, ton expérience de vie. Et j'espère de tout cœur que ça aidera d'autres femmes, et moi y compris, sur notre chemin. Voilà. Oui, ça nous aide tous. Et je voudrais juste ajouter une chose, j'en ai pas parlé, je voulais te remercier aussi, Émilie, parce qu'il y a quelque chose d'important dans le parcours des femmes qu'on n'a pas forcément, enfin, dans mon parcours perso, qui n'était pas forcément évident au départ, justement, à cause de cette histoire dans ma relation avec les hommes, c'est la sororité. C'est quelque Mmh. chose que j'ai découvert sur le tard. Et waouh, c'est merveilleux. La Mmh. sororité, le Mmh. partage, ce que tu offres, ce qu'on reçoit. En fait, dans le Reiki, on parle de Reiju. Reiju, c'est un mot fait de deux syllabes. Je fais rapide. Et selon la façon, si tu le lis en katakana ou sur un autre dialecte, ça veut dire donner ou recevoir. Et c'est ça que je trouve formidable, notamment dans la sororité, puis dans ce que tu proposes, et puis dans les accompagnements qu'on peut faire avec les femmes, c'est que quand on donne, on reçoit autant que l'on donne. Et le donner et le recevoir fusionnent pour n'être qu'une seule essence. Mmh. Ouais, l'unité. Voilà. Voilà. Merci, je te remercie beaucoup. Et puis, bah, à bientôt. Merci d'avoir été là et merci de votre écoute pour celles qui ont écouté cet épisode. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Voix des femmes. Bye bye. Merci à toi. Au revoir. Merci à vous.